Bonjour à tous. Donc, je vais partager donc le document que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, le thème que l'on va aborder aujourd'hui, c'est le thème de la troisième vertu cardinale, la justice, puisqu'on a parlé les fois précédentes des deux premières vertus cardinales, que sont donc la tempérance et le courage. Donc, aujourd'hui, la justice, Éthica Nicomaque, c'est le livre 5. C'est un livre qui est assez copieux, c'est un livre qui est assez dense aussi. Je ne vais pas parler évidemment de toutes les formes, de tous les sens de la justice chez Aristote. J'ai essayé de sélectionner des éléments importants qui notamment ont fait écho dans des passages également importants de saint Thomas. Donc ce que je vais essayer de faire, comme j'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'est de m'appuyer sur des extraits du livre 5 sur la justice, de les commenter, de les expliquer et de les mettre en parallèle avec également des commentaires de saint Thomas lui-même qui, bien sûr, a largement traité de la question et a largement aussi commenté Aristote sur ce sujet, sachant que le livre 5 de l'éthique sur la justice fait référence pour la pensée philosophique de saint Thomas et aussi de la pensée qui précède et qui lui succédera. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un livre qui est très important. Alors, pour cette vertu morale, la justice, petite introduction, quelques notions sur la façon dont Aristote s'y prend. Et ensuite, je vais étudier 4 points. Je vais étudier ce que Aristote entend par la justice universelle, donc au sens général du terme. Je vais ensuite aborder un point qui est très connu et qu'il faut en tout cas bien maîtriser, ce que Aristote appelle la justice distributive. Qu'est-ce qu'on entend par justice distributive par distinction avec le point suivant, c'est-à-dire la justice corrective. Ou bien il y a aussi la distinction justice pour la justice distributive, ce qu'on appelle la justice géométrique, et pour la justice corrective, la justice arithmétique. J'essaierai d'expliquer ces différences. Et puis, si on a le temps, je ne sais pas, un dernier point, c'est l'équité. Comment est-ce que Aristote définit l'équité dans le cadre de la justice? On sent évidemment que l'équité est un thème du juste, mais on sent aussi qu'il y a une dimension un peu différente, qui n'est pas simplement celle de la justice des tribunaux, mais qui est aussi d'un enjeu moral. C'est la question de l'équité. Voilà. Le programme de cette session sur la justice. Alors, je vais commencer donc par la façon dont Aristote présente les choses. Donc, Aristote nous dit la chose suivante. Donc, en introduction, au sujet de la justice et de l'injustice, nous devons examiner sur quelle sorte d'action elle porte, en fait, quelle sorte de médiété est la justice et de quels extrêmes le juste est le moyen. Donc, évidemment, parler de la justice, c'est définir aussi l'injustice, bien sûr, et parler de la justice, c'est parler de cette notion morale, donc de ce qu'on avait déjà abordé avec les autres vertus morales. Pourquoi est-ce que la justice est une médiété, est une moyenne, qui, je le rappelle, n'est pas une médiocrité, mais plutôt un équilibre parfait, un sommet entre deux extrêmes qu'il s'agit d'éviter. C'est toujours la même méthode qui est employée par Aristote dans la façon d'aborder les différentes notions morales. Il poursuit quelque chose d'intéressant aussi, la justice est prise en plusieurs sens. Donc ça, c'est typiquement d'Aristote. Et c'est typiquement philosophique aussi. Quand on cherche à définir une notion, Aristote va s'intéresser à la polysémie, à la multiplicité des angles possibles avec lesquels on peut aborder une notion qui est à la fois morale et politique, comme la justice. La justice est prise en plusieurs sens, nous dit Aristote, et l'injustice aussi, bien sûr. Mais du fait que ces différentes significations sont voisines, leur homonymie échappe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Aristote va nous expliquer comment la justice peut se définir en plusieurs sens et essayer d'éliminer les confusions, d'éliminer les homonymies, comme il le dit, puisque certes, tout cela recoupe la justice, mais il y a différentes façons
d'aborder les choses, il y a différentes façons de définir les choses. Donc, philosopher, c'est définir. Et surtout, philosopher, c'est discerner, c'est distinguer, c'est séparer les différentes définitions possibles et existantes. Comprenons donc en combien de sens se dit l'homme injuste, poursuit-il. On considère généralement comme étant injuste à la fois celui qui viole la loi, celui qui prend plus que son dû, celui qui manque à l'égalité. Alors, celui qui manque à l'égalité, évidemment, la notion d'égalité va être une notion très importante. On va voir qu'il va aussi, par exemple, définir l'égalité et l'inégalité en différents sens en fonction du type de justice ou du type d'injustice qu'il va aborder. De sorte, poursuit-il, que de toute évidence, l'homme juste sera à la fois celui qui observe la loi et celui qui respecte l'égalité. Le juste, donc, est ce qui est conforme à la loi et ce qui respecte l'égalité, et l'injuste, ce qui est contraire à la loi et ce qui manque à l'égalité. Donc, visiblement, on ne peut pas penser pour Aristote la justice sans la notion d'égalité. Évidemment, l'enjeu, c'est comment va-t-il définir l'égalité par la suite. Disons pour l'instant que, par rapport à la définition qu'il vient de donner, là, je répète, le juste, donc, est ce qui est conforme à la loi et ce qui respecte l'égalité, et l'injuste, ce qui est contraire à la loi et ce qui manque à l'égalité. Disons qu'on peut dire simplement ici que l'égalité, c'est le fait qu'une loi eh bien, soit appliquée pour tout le monde, l'ensemble de la communauté, et de la même façon, sans distinction d'honneur, sans distinction de richesse, sans distinction de droit. L'égalité, dans un premier temps, c'est ce qui est donc le légal, c'est-à-dire la loi promulguée et qui est valable de la même manière pour tous les hommes. Ça, c'est ce qui concerne en tout cas le juste sur le plan juridique, c'est-à-dire les lois, par distinction avec le juste sur le plan de la morale, c'est-à-dire le comportement individuel. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, ce qui va intéresser Aristote prioritairement dans ce chapitre, dans ce livre, pardon, c'est la justice au sens juridique, c'est-à-dire la justice extérieure, la justice en rapport avec les lois, la justice en rapport avec la dimension juridique. Parce qu'évidemment, la vertu cardinale de justice a avant tout un enjeu individuel, c'est-à-dire le rapport de l'individu à lui-même. Mais souvenez-vous, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la morale, la politique, la communauté, tout ça est interrelié. Donc, évidemment, quand on parle de justice, on parle de morale, mais on parle aussi de loi au sens juridique. Et il va plutôt s'apesantir sur la dimension juridique, c'est-à-dire externe, dans le rapport à l'autre, alors que la morale dans la justice a plutôt un rapport interne, c'est-à-dire comment l'individu se comporte individuellement, intérieurement. Alors, c'est pour ça qu'en bleu, j'ai mis un certain nombre de notes. Qu'est-ce que c'est que ces notes en bleu? Ce sont des commentaires, soit de traducteurs, soit de commentateurs, justement. Donc, effectivement, qu'est-ce que nous dit le commentaire ici, suite à cette introduction? Il y a en effet l'homme juste, c'est-à-dire l'homme qui est devenu juste en raison de ses choix et de sa persévérance. Ça, c'est la justice dans l'individu au sens moral du terme, c'est-à-dire au sens donc intérieur. Et puis, il y a la chose juste, c'est-à-dire ce qui est juste dans l'objet ou le droit. Donc, ici, c'est la dimension objective, la dimension sociale. Donc, ici, Aristote va s'intéresser beaucoup plus à la dimension objective de la justice que de la dimension subjective, c'est-à-dire à l'intérieur de l'homme. Donc, pour le dire simplement, l'éthique au sens individuel, par distinction avec le droit au sens social. Bah oui, parce qu'effectivement, au sens individuel, je peux très bien obéir aux lois parce que j'ai peur d'être puni, mais évidemment, ça n'est pas moral, enfin, en tout cas, ce n'est pas suffisant sur le plan moral. Par contre, sur le plan du droit, c'est irréprochable. Quels que soient vos mobiles, si vous respectez les lois, ne serait-ce que parce que vous avez simplement peur, eh bien, vous restez, on va dire, juste sur le plan social, vous restez au moins juste sur le plan juridique. C'est-à-dire que vous pouvez toute votre vie avoir envie de commettre des meurtres, et vous avez peur de la loi, et bien sur le plan légal, vous êtes irréprochable. C'est ça la distinction ici qu'il faut comprendre. Donc,
que nous dit la note aussi? Il sera donc par la suite souvent question de cette différence entre justice morale et justice juridique. Justice dans le sujet sous la forme d'une intention et d'une conduite bonne. Voilà, on peut aussi définir la vertu cardinale morale de cette façon. C'est l'intention du sujet, c'est sa conduite, et justice comme objet, c'est-à-dire la part juste dans les choses extérieures, donc la loi, un héritage, un salaire, les impôts, une sanction judiciaire, etc., etc. Ça concerne la justice au sens extérieur. Est-ce que vous avez des questions sur ces quelques éléments d'introduction? Sur la question de l'égalité, là maintenant, je veux dire, avec l'évolution de la question de la justice, on serait plus tenté de parler d'équité. L'égalité, on ne va pas sanctionner de la même manière un responsable politique, par exemple, qu'un enfant pour le même pour les mêmes faits. Oui, exactement. Donc, ça va être la dernière partie du propos, effectivement, c'est que effectivement tous les hommes sont égaux devant la loi, mais qu'en fonction effectivement des circonstances ou des conditions, l'équité va donner, notamment en matière judiciaire, des décisions qui vont effectivement varier en fonction des circonstances atténuantes, en fonction de l'âge, en fonction des circonstances de l'acte qui a été commis, l'acte injuste qui a été commis, etc., etc. Effectivement. Donc, l'équité, pour le dire rapidement, pour l'instant, va être une correction, une adaptation, plus exactement, de la justice au sens égal qui est présente dans toutes les lois. Est-ce que voilà, vous comptez après, ou peut-être ça pas important, préciser bien la notion d'égalité pour Aristote? Puisque c'est une notion on va le définir après. Trop mal menée, mais qu'est-ce qu'Aristote entend par cette notion d'égalité? Oui, c'est ce qu'on va définir. Donc, il va donner une définition de l'égalité dans justement l'approche de la justice universelle. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et puis, une approche de l'égalité dans sa définition de la justice distributive et corrective. On va voir les différents sens successifs qu'il va donner à la justice et à l'égalité, et aussi à d'autres notions dans ces différentes étapes. OK? Alors, on va le voir dans un premier temps, la justice universelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice universelle? Donc, voilà comment Aristote s'y prend. Puisque celui qui viole la loi est un homme injuste et celui qui l'observe un homme juste, il est évident que toutes les actions prescrites par la loi sont en un sens juste. Donc, ici, c'est la loi qui est le garde-fou, c'est la loi qui est le point de référence pour donc distinguer, discerner dans une communauté ce qui relève d'un comportement juste et de ce qui relève d'un comportement injuste. Et l'égalité ici va être dans la façon dont on va traiter de façon justement égale les hommes qui, eh bien, soit se sont donc comportés de façon juste, et soit de façon injuste. Alors, dans le détail, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Alors, ici, Aristote précise bien que si tout ce qui est conforme à la loi est juste, c'est-à-dire sur le plan légal, c'est-à-dire ce qu'on appelle une loi positive, cette loi légale n'est pas forcément le garant d'une authenticité sur le plan moral. À savoir qu'il faut bien faire attention qu'une loi, si elle est légale, c'est-à-dire qu'elle est donc promulguée, qu'elle est officielle, elle doit être légitime, c'est-à-dire valable moralement. Mais ces deux notions, la légalité et la légitimité, ne se recoupent pas nécessairement. Évidemment, les lois raciales, par exemple, ou bien les lois sur l'esclavage, sont des lois qui ont été donc appliquées, mais qui sont illégitimes pour des raisons assez évidentes. Donc ici, il faut bien faire attention au fait que le légal considère donc qu'une loi est en place, mais que sa légitimité doit aussi être validée. C'est ce qui va être notamment un des critères essentiels de l'égalité,
c'est-à-dire est-ce qu'on peut traiter quelqu'un de façon égale si le critère de traitement est un critère d'une loi qui est immorale ou qui est illégitime. Donc Aristote précise en passant ce point. Alors, il poursuit, en effet, les actions définies par la loi positive. La loi positive, c'est nomos en grec, ce qu'on appelle les lois, c'est-à-dire les nomos, le nomos, par opposition à la nature, sont légales et chacune d'elles est juste. Or, les lois prononcent sur toutes sortes de choses et elles ont en vue l'utilité commune, soit de tous les citoyens, soit des meilleurs, soit seulement des chefs désignés en raison de leur valeur ou de quelque autre critère analogue. Donc, ici, il faut bien avoir en tête l'intention des lois. Pourquoi est-ce qu'une loi a été mise en place? Quel est le but? Est-ce que c'est donc l'utilité commune, comme nous le dit Aristote? Alors, Aristote est le défenseur d'une démocratie, on va dire, éclairée, une démocratie modérée ou une classe moyenne, ce qu'il appelle une politeia, serait suffisamment éclairée pour incarner une majorité morale légitime. Une utilité commune, donc, ou bien des lois faites en vue des meilleurs. Donc là, on est dans un système plus aristocratique, où ce sont les plus vertueux qui ont le pouvoir. Donc ces lois sont faites en ce sens, et non pas en fonction d'une majorité démocratique, ou soit en fonction de chefs désignés pour leur valeur ou leur supériorité donc légitime. Donc voilà, ce que suggère ici Aristote, c'est le caractère relatif de la justice légale. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de nuances dans la façon dont l'intérêt général peut être défini. Est-ce que les lois sont prononcées pour une majorité, ou bien est-ce qu'elles sont prononcées pour une minorité, ou bien est-ce qu'elles sont prononcées même pour quelques hommes, quelques individus, selon qu'on soit dans une monarchie, dans une démocratie, dans une oligarchie aussi, seulement donc une oligarchie, c'est un système donc uniquement pour, en tout cas dirigé par les hommes les plus riches, et en fonction de cela, bien sûr, les lois vont définir le bien commun, vont définir l'intérêt général de façon différente. Alors, ce qu'il faut retenir en tout cas d'Aristote, c'est que lui a en vue, comme on l'avait un petit peu abordé la dernière fois, enfin les dernières fois, le bonheur de la communauté. Donc lui a une conception, comme je disais à l'instant, plus entre guillemets démocratique du système politique. Donc il poursuit, par conséquent, d'une certaine manière, nous appelons actions justes toutes celles qui tendent à produire ou à conserver le bonheur, eudaimonia en grec, avec les éléments qui le composent, c'est-à-dire pour la communauté politique. Donc ici, c'est ce qui fait aussi la modernité d'Aristote, c'est que pour lui, la loi est juste si elle garantit le bonheur de la communauté politique, de la réunion des hommes, de l'ensemble des citoyens. C'est selon lui le critère du juste. Et c'est aussi selon lui ici le critère de l'égal, c'est-à-dire que ce qui est égal, c'est une loi qui a en vue l'ensemble de la communauté et non pas des individus qui seraient différents ou supérieurs à cette communauté. Alors, dans un second temps, il va relier cette nécessité donc de la justice aux autres vertus morales. Il nous dit, la loi nous commande aussi d'accomplir les actes de l'homme courageux, par exemple, de ne pas abandonner son poste, de ne pas prendre la fuite, de ne pas jeter ses armes, ceux de l'homme tempérant, par exemple, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas être insolent, ceux de l'homme de caractère agréable, comme de ne pas porter des coups et de ne pas médire des autres. Et ainsi de suite pour les autres formes de vertu ou de vice, prescrivant les unes et interdisant les autres, tout cela correctement si la loi a été elle-même correctement établie ou d'une façon critiquable si elle a été faite à la hâte. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que pour Aristote, la loi doit avoir en vue l'ensemble de la communauté, ça c'est la justice,
mais doit aussi prescrire les vertus et interdire les vices. C'est-à-dire qu'une loi doit encourager les vertus cardinales, la tempérance, le courage, la juste mesure, la prudence, et bien évidemment, ce qui donc garantit l'équilibre de l'ensemble, c'est-à-dire la justice de la communauté, non pas de ceux qui la composent, mais de la communauté tout entière. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est un passage qui me paraît important. Donc, nous dit Aristote, et ainsi de suite, pour les autres formes de vertu ou de vice, prescrivant les unes et interdisant les autres. Tout cela correctement si la loi a été correctement établie. Donc, la loi a pour objectif de rendre les hommes vertueux. Voilà ce qu'on peut conclure de façon simple et rapide ici. La loi a pour but de développer en chaque individu, par le cadre qu'elle garantit, les 4 vertus cardinales: prudence, justice, modération et courage. Et c'est ça l'égalité. L'égalité, c'est d'abord de garantir à l'ensemble d'une communauté des lois qui soient les mêmes pour tous et qui garantissent le développement vertueux de la communauté dans son ensemble et des individus qui la composent, bien évidemment, de façon détaillée. Voilà comment on peut définir le juste ici, voilà comment est-ce qu'on peut définir également l'égalité. Pour terminer sur ce passage, cette forme de justice, alors, est une vertu complète. Voilà. La justice définie de cette façon, c'est-à-dire une justice qui déploie, qui incite la vertu à l'ensemble de la communauté, est une vertu complète. Parce que c'est vrai que classiquement, on considère la vertu comme, on considère la justice, classiquement, on considère la justice comme la vertu qui garantit l'homogénéité et l'équilibre de l'ensemble de l'individu et de l'ensemble d'une communauté. Si on considère que la prudence concerne plutôt la tête, si on considère que la tempérance concerne plutôt le ventre, et si on considère que le courage concerne plutôt le cœur, eh bien, la justice, c'est cette vertu qui couronne l'ensemble des 3 autres vertus et qui va garantir l'harmonie, l'équilibre et la bonne conduite de l'ensemble et de la communauté et des individus qui la composent, puisque cette justice va garantir la hiérarchie et va garantir aussi, c'est ça la justice, que chaque élément est à sa place. C'est-à-dire que le cœur est au service du courage, que le ventre est au service de la tempérance, que la tête est au service de la prudence, sur le plan politique, sur le plan moral et sur le plan métaphysique. Donc, Étienne est là. Hein? Pardon? Étienne arrive. Ah, bonne nouvelle. Parfait. Bonjour à tous, désolé, j'interromps. Bonjour Étienne. Je suis désolé, je voulais juste passer vous faire un coucou et m'excuser de ne pas avoir pu vous rejoindre avant parce qu'on est dans les valises et on part demain et je pensais pouvoir venir finalement. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir venir plus tôt. Pas de problème. Oui, on comprend. Non, j'étais simplement... Oui. Non, pardon, je vais vous laisser continuer. Désolé d'avoir interrompu. C'était juste pour te faire un coucou, Vincent, et un bonjour à Monsieur l'abbé. Et je regarderai ça à tête reposée sur l'enregistrement. Voilà, pendant les vacances. Bonnes vacances alors. Merci beaucoup, Vincent. À demain, Monsieur l'abbé. À demain. Oui, j'étais en train de dire que la justice, la vertu de justice, donc, garantit la cohérence de l'ensemble. C'est la vertu donc qui couronne l'ensemble des vertus cardinales, pour les raisons que je viens de dire, donc en l'occurrence des 3 autres vertus et de la hiérarchie auxquelles elles correspondent. Voilà, comment est-ce qu'on peut définir ici la justice, comment est-ce qu'on peut définir l'égalité? Cette forme de justice, termine Aristote ici, est une vertu complète. La justice est une vertu complète. La justice est une vertu accomplie. Non pas cependant au sens absolu, mais dans nos rapports avec autrui. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la justice ne concerne pas seulement la morale, mais aussi le sens externe, c'est-à-dire les lois, parce que la justice
contrairement peut-être à la tempérance dans les appétits, contrairement peut-être au courage qui concerne avant tout l'individu avec lui-même, même si bien sûr elles ont des enjeux, des conséquences avec les autres, Aristote précise bien que la justice est fondamentale dans nos rapports avec autrui, c'est-à-dire avec l'autre. Évidemment, si nous lésons l'autre, cela a des conséquences sur l'autre, et si au contraire nous nous comportons avec justice, cela a aussi des conséquences positives. C'est pourquoi, dit-il, on considère la justice comme la plus parfaite des vertus. Donc, ça c'est important. Si me permite un petit bref commentaire. Oui. C'est intéressant. Dans la Sainte Écriture, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on parle plus que parler d'un homme saint, on parlait d'un homme juste. Par exemple, quand on parle du saint Job, au livre de Job, la Sainte Écriture commence, il avait un homme juste. En parlant de Saint Joseph plus tard aussi, et à plusieurs reprises en parlant de 100 personnages de l'Ancien Testament, ils vont plutôt, la Sainte Écriture va plutôt utiliser l'appellation, c'est un nom juste. Dans le sang, bon, donc c'est la virtu qui complète tout, non? Tous les vertus. Et pour compléter ça, il y a aussi craignant Dieu. C'est-à-dire que la justice, elle est aussi en rapport avec la crainte du châtiment ou de perdre l'auteur de la justice, quoi. Ouais. Donc, on va ici, voilà, son bien l'accord entre la raison, on est occupé à étudier Aristote, et bon, c'est qu'après, c'est que dans la révélation de la Sainte Écriture, ¿no? On voit bien cette conformité toujours, ¿no? Voilà. Oui, le juste est celui qui est accompli, le juste est celui qui est sans péché, le juste est celui qui est en harmonie, effectivement, avec la loi divine. Ici, avec Aristote, le juste est celui qui est en harmonie avec sa communauté. Il est en harmonie avec également les autres vertus morales, et la justice, ici, est considérée, nous dit Aristote, comme la plus parfaite des vertus, c'est-à-dire qu'elle accomplit au sens le plus haut les mérites des trois autres vertus cardinales. Alors, si je me permets une dernière fois, que c'est une notion très importante. Voilà. Ah oui, oui. Notant, très important, même pour nous catholiques, même si en théorie on le sait, mais c'est important. Oui, oui, oui. Alors, c'est important ici pour Aristote en un double sens, comme je l'avais dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la justice, bien sûr, au sens moral du terme, on reviendra sur ça tout à l'heure, mais aussi au sens où, selon Aristote, la justice est le parachèvement de la loi. C'est-à-dire que toutes sortes de lois peuvent exister, bien sûr, mais si une loi est fondamentalement juste, absolument juste, alors elle parachève la légitimité, elle parachève la dimension à la fois légale, juridique et morale de la loi dans eh bien, les interactions qu'elle va pouvoir susciter entre les individus d'une même communauté. Et c'est pour ça qu'évidemment, que sur le plan politique, il est fondamental d'avoir des lois justes, parce que des lois qui introduisent l'injustice dans une société, ce sont des lois qui introduisent la division, qui introduisent donc la séparation et en dernière instance qui introduisent la violence. Alors, comme on peut le voir à travers l'histoire, avec des lois iniques, avec des lois inéquitables, avec des lois, on peut prendre beaucoup d'exemples très simplement, des lois raciales, des lois d'esclavage, des lois économiques iniques, etc., etc. Alors, pour terminer sur ce passage un peu poétique, Aristote convoque Euripide, le tragique grec d'Athènes, qui dit « Ni l'étoile du soir, ni l'étoile du matin ne sont ainsi admirables ». C'est-à-dire que ce que sous-entend Euripide, c'est que la justice est au-dessus de l'astronomie, est au-dessus de la cosmologie. C'est-à-dire que la justice est même plus importante que les étoiles et leur beauté. Nous avons encore l'expression proverbiale, nous dit Aristote, « Dans la justice est en somme toute vertu ». Voilà.
tout est rassemblé, tout est présent dans la notion de justice. Si vous êtes juste, cela sous-entend que vous avez toutes les autres vertus. C'est ce que sous-entend cette citation également. Aristote poursuit, elle est une vertu complète au plus haut point, parce qu'elle est usage de la vertu complète. Elle est complète parce que l'homme, en possession de cette vertu, est capable d'en user aussi à l'égard des autres, et non seulement pour lui-même. Voilà ici ce qui est fondamental, dans la dimension pas simplement individuelle, mais aussi sociale et politique, c'est qu'une vertu n'a de valeur, évidemment, que si elle est également tournée vers les autres, et pas simplement vers soi. Si, en effet, nous dit Aristote, beaucoup de gens sont capables de pratiquer la vertu dans leurs affaires personnelles, c'est-à-dire de ne pas se porter tort à soi-même, de ne pas se mettre dans des situations, par exemple, de mauvaise santé ou bien de danger de toutes sortes. Dans celles qui, au contraire, intéressent les autres, ils en demeurent incapables. Voilà le grand souci ici, c'est que les hommes sont bien incapables d'être justes, non pas seulement envers soi-même, mais envers les autres. Alors, un exemple concret, nous dit-il, et là il convoque Bias. Alors, je ne sais pas qui est Bias, je n'ai pas eu le temps de faire la recherche, peu importe. Aussi doit-on approuver la parole de Bias, nous dit Aristote, que le commandement révélera l'homme. Voilà, c'est le commandement politique qui va révéler si un homme est véritablement juste ou pas, parce qu'évidemment, lorsqu'on a le pouvoir politique, la justice n'est pas tournée envers soi-même, mais envers sa communauté. Donc, envers, évidemment, le bien, envers donc l'intérêt de l'ensemble de la communauté et pas simplement de soi-même. Car celui qui commande est en rapport avec d'autres hommes et dès lors est membre d'une communauté. Donc, c'est dans une communauté politique que l'on peut véritablement évaluer la qualité de justice d'un homme, non seulement dans sa propre vie personnelle, est-ce qu'il a une vie personnelle juste et équilibrée, qui puisse lui permettre, c'est ça le plus important, d'exercer justement sa fonction politique. C'est encore pour cette même raison que la justice, seule de toutes les vertus, est considérée comme étant un bien étranger. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la justice réalise le bien du prochain plutôt que de celui qui l'exerce. Alors, ça c'est pareil, on pourrait trouver des exemples historiques assez facilement d'hommes qui exercent la justice non pas pour les autres, mais pour soi-même, malheureusement, sachant que bien sûr, la justice est un bien qui ne nous appartient pas, mais c'est une valeur que l'on doit exercer, connaître d'abord, et exercer et pratiquer pour non pas son propre bien, mais le bien du prochain et le bien de l'ensemble de la communauté pour laquelle j'exerce une fonction politique. Parce qu'elle a rapport à autrui, nous dit Aristote. Elle accomplit ce qui est avantageux à un autre, soit, à un membre de la communauté. Et ainsi, l'homme le pire de tous est l'homme qui fait usage de sa méchanceté, à la fois envers lui-même et envers ses amis. Oui, donc un homme méchant peut être méchant envers soi-même quand il est par exemple obnubilé par ses passions. Donc il peut devenir un méchant pour lui-même quand il est dépendant de quelque chose, et évidemment envers les autres lorsqu'il tyrannise par exemple son entourage, ou bien c'est évidemment la figure du tyran, c'est évidemment la figure du dictateur. Et l'homme le plus parfait n'est pas l'homme qui exerce sa vertu seulement envers lui-même, mais celui qui la pratique aussi à l'égard d'autrui, car c'est là une œuvre difficile. Voilà pourquoi la politique, évidemment, va prendre une place si importante chez Aristote, parce que c'est l'œuvre peut-être la plus difficile, même si ce n'est pas la plus noble pour lui. Cette forme de justice, alors, n'est pas une partie de la vertu, mais la vertu tout entière. Et son contraire, l'injustice, n'est pas non plus une partie du vice, mais le vice tout entier, à savoir que l'injustice commise envers une communauté, envers sa communauté, n'est pas une partie de l'injustice, mais c'est toute l'injustice, et au contraire, une fonction qui est accomplie de façon juste envers une communauté et représente l'intégralité de la justice et non pas simplement une partie de la justice. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'enjeu fondamental
que de vivre dans une communauté précisément juste et vertueuse pour l'ensemble de ses composantes. Je termine juste ce point avec saint Thomas, puisque saint Thomas, comme vous le voyez peut-être, c'est la note en bleu, a commenté ce passage d'Aristote, dont j'ai relevé le passage de la Somme théologique. Perdón, Vincent, est-ce que c'est possible agrandir le texte? Ah oui. S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui. Donc voilà ce que nous dit saint Thomas, qui commente donc la notion de justice universelle, morale et juridique chez Aristote. Que nous dit saint Thomas? Somme théologique, donc question 58, alors 2, question 58, article 4. Donc la justice a pour but de régler nos rapports avec autrui, et cela de deux manières. Soit avec autrui considéré individuellement, soit avec autrui considéré socialement. Donc là, on a bien la dimension morale, individuellement, et la dimension juridique, c'est-à-dire socialement. C'est-à-dire en tant que le serviteur d'une communauté sert tous les hommes qui en font partie. Ça, c'est très important, c'est la définition de l'homme politique selon saint Thomas. Qu'est-ce que c'est qu'un homme politique? C'est le serviteur d'une communauté. Il va servir tous les hommes qui en font partie. Sous ce double aspect, la justice peut intervenir selon sa raison propre. Il est manifeste, en effet, que tous ceux qui vivent dans une société sont avec elle dans le même rapport que des parties avec le tout. Donc ça, c'est le deuxième point très important. L'approche de la justice est une approche collective et non pas au sens individualiste du terme, comme on peut le voir aujourd'hui dans des sociétés qui sont très, où l'individu prend de plus en plus d'importance et où l'individu est en recherche permanente de justice personnelle, comme aux États-Unis, par exemple, des comportements très procéduriers dès qu'il y a quelque chose qui est donc inacceptable. Donc, saint Thomas insiste bien ici sur le fait que nous sommes des parties d'un tout et on doit comprendre la justice de cette façon-là. Nous sommes des parties d'un tout, c'est-à-dire que l'individu est donc secondaire par rapport avec le tout auquel il est censé être subordonné et qu'il doit également servir de la même façon que le responsable politique doit servir sa communauté. Donc des parties avec le tout. Or, poursuit saint Thomas, la partie en tant que telle est quelque chose du tout, d'où il résulte que n'importe quel bien de la partie, voilà, ça c'est très important, que n'importe quel bien de la partie doit être subordonné au bien du tout. Comment définir mon bien? Eh bien, je le définirai en réfléchissant à la façon dont ma position est subordonnée au bien du tout. Je ne peux pas raisonner, je ne peux pas définir mon bien, mon bonheur, en tant que partie. Je ne peux définir mon bien, mon bonheur, qu'en tant que subordonné au bien du tout, de la communauté, de l'utilité commune, de l'intérêt commun, du bonheur collectif. Donc ça, c'est très, très important également. On est loin de la conception, bien sûr, privée ou domestique ou individuelle du bien de l'individu ici. Parce que ce qui prime, c'est le bien du tout. C'est ainsi, poursuit saint Thomas, que le bien de chaque vertu, de celle qui ordonne l'homme envers soi-même, donc la vertu est un commandement pour l'homme, il n'a pas à tergiverser sur ses vertus, ou de celle qui l'ordonne envers d'autres individus, doit pouvoir être rapporté au bien commun auquel nous ordonne la justice. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'égalité entre les différents citoyens? Eh bien, c'est que tout citoyen, quelle que soit sa position dans une communauté, eh bien, rapporte son bien à la justice qui est celle du bien commun. Tout homme est tourné vers le bien commun. De cette manière, les actes de toutes les vertus peuvent relever de la justice en ce que celle-ci ordonne l'homme au bien commun. Et en ce sens, la justice est une vertu générale, donc non pas la recherche de mon intérêt, mais de la vertu et de l'intérêt de la généralité. Et parce que c'est le rôle de la loi de nous ordonner au bien commun,
cette justice dite générale est appelée justice légale. La justice légale, c'est-à-dire de l'ensemble des mesures, des lois qui sont qui s'imposent à tout homme qui compose la communauté. Car par elle, l'homme s'accorde avec la loi qui ordonne les actes de toutes les vertus au bien commun. Toutes les vertus, tous les comportements individuels, toutes les intentions sont tournés vers un bien qui dépasse la partie pour être au service du tout. Et c'est ce que Aristote, et c'est ce que commente ici saint Thomas, dans la notion ici de justice universelle. Voilà, j'en ai terminé ici avec la première étape, la justice donc universelle. Sur donc la notion de loi qui ordonne de nous conformer à l'ensemble donc de la communauté, c'est ça l'égalité. C'est ça aussi la légalité, c'est-à-dire la légitimité d'une loi, sa justesse, sa justice, et l'intention d'une communauté qui est de tourner l'ensemble des individus vers la vertu, c'est-à-dire un bien qui dépasse le bien personnel pour nous tourner vers le bien de la communauté à laquelle j'appartiens. Est-ce que vous avez des questions? En fait, c'est une justice assez sociale, en fait. C'est-à-dire que c'est tourné au niveau de la cité pour créer une forme de paix, en fait. On est dans une dimension morale de la politique ici, qui sera reprise par la pensée chrétienne avec saint Thomas, où évidemment la cité catholique est tournée également vers Dieu, et où les valeurs que doivent poursuivre les individus sont évidemment des valeurs qui dépassent l'individu, c'est-à-dire des valeurs qu'il n'a pas décidées par lui-même, hein, mais qui lui commandent de suivre les valeurs, en l'occurrence des vertus théologales, des vertus divines, à l'appui des vertus cardinales. Pour ma part, on peut continuer avançant, surtout pour ne pas trop allonger aujourd'hui. Ah oui, alors je vais essayer de faire la justice distributive, parce que vous allez voir que c'est très étonnant et que ça semble être en opposition avec ce que je viens de dire, mais en fait non, parce que c'est une autre façon d'aborder la justice, qui sera également commentée par saint Thomas à la fin, et vous allez voir que ce point-là est très important. Qu'est-ce que c'est que la justice distributive? La justice distributive, donc, Aristote commence par nous dire, ce sera la même égalité pour les personnes et pour les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il parle encore d'égalité, mais vous allez voir que cette égalité n'est pas du tout la même que celle dont on vient de parler en fonction de la loi juridique, de la loi qui est légale. Alors, petit commentaire déjà pour commencer, l'égalité, ça veut dire quoi? Eh bien, si les personnes sont égales, les parts qui seront distribuées seront égales. Mais si les personnes sont inégales, les parts qui seront distribuées seront inégales, dans une communauté, je veux dire, dans une société. Le juste consiste en effet à traiter inégalement des termes inégaux. L'égal à réaliser à le proportionnellement égal. Alors voilà ici une nouvelle notion qui est donc abordée dans la question de la justice et de l'égalité, c'est la question de la proportion. Comment est-ce qu'on va distribuer les biens et les honneurs, non pas en fonction d'une égalité arithmétique, c'est-à-dire un individu égale un bien, mais en fonction d'une proportion, c'est-à-dire dans une société, selon Aristote, et dans la société catholique c'est la même chose, les hommes ne sont pas égaux. Les hommes ne sont pas arithmétiquement, comme par exemple aujourd'hui, chaque homme vaut une voix hein, lorsque vous allez voter. Numériquement, chaque voix a la même valeur. Dans la conception de la justice distributive, c'est-à-dire de la distribution des biens et des honneurs, Aristote va avoir une approche proportionnelle de l'égalité, qui sera bien sûr reprise par saint Thomas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Car, poursuit Aristote, le rapport qui existe entre ces dernières, à savoir les choses à partager, est aussi celui qui existe entre les personnes. C'est-à-dire, considérer les personnes, et ensuite je pourrais vous dire comment est-ce qu'on distribue les choses, les biens, les honneurs, les postes à partager.
Si, en effet, nous dit Aristote, les personnes ne sont pas égales, elles n'auront pas de parts égales. Mais les contestations et les plaintes naissent quand, étant égales, les personnes possèdent ou se voient attribuer des parts non égales, ou quand, les personnes n'étant pas égales, leurs parts sont égales. Voilà. Donc, il peut y avoir injustice lorsqu'on donne de façon égale à des personnes qui sont inégales. Et il peut y avoir évidemment injustice lorsqu'on donne à des personnes qui sont égales des biens qui sont inégaux. Donc, ça marche dans les deux sens. Tout dépend évidemment du contexte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aristote poursuit. On peut encore montrer cela en s'appuyant sur le fait qu'on tient compte de la valeur propre des personnes. Donc là, il y a une distinction qui est abordée ici par Aristote, c'est-à-dire la valeur propre des personnes. Tous les hommes reconnaissent en effet que la justice, dans la distribution, doit se baser sur un mérite de quelque sorte, bien que tous ne désignent pas le même mérite. Les démocrates le faisant consister dans une condition libre. Donc, le critère décisif de la démocratie, c'est la liberté. Les partisans de l'oligarchie dans la richesse, la noblesse de la naissance, et l'aristocratie dans la vertu. Donc, Aristote introduit ici la notion d'inégalité. Alors, l'inégalité, il y a une petite note explicative ici. D'où est-ce que peut provenir la façon inégale, mais néanmoins juste, de traiter des individus? L'inégalité entre les personnes peut venir de l'âge, peut venir de la fonction, peut venir de l'état. Marié, pas marié, chargé de famille, pas chargé de famille, mais aussi ce que précise Aristote de la position des citoyens dans l'État. Cette position et la valeur qui est associée varient en fonction des constitutions politiques. Effectivement, les positions ne sont pas les mêmes si on est dans un système monarchique. Les positions ne sont pas les mêmes si on est dans un système aristocratique. Les positions ne sont pas les mêmes dans une oligarchie ou dans une démocratie. Donc, nous dit Aristote, le juste, et donc l'égalité, est une sorte de proportion. La proportion étant une égalité de rapport et supposant 4 termes au moins. 4 termes, c'est-à-dire les 2 personnes à qui on est censé distribuer des biens et les 2 biens à qui on est censé distribuer, qu'on est censé distribuer à ces 2 personnes. Voilà donc une première espèce de juste, nous dit Aristote, c'est-à-dire l'égalité comme proportionnelle. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu cette définition de l'égalité comme proportion avec saint Thomas. Qui arrive, pardon. Voilà. Pardon? Il y a quelqu'un qui veut participer. Joseph. Oui. Bonjour, Joseph. Allô? Joseph, vous nous entendez? Allô? Vous pouvez continuer si vous voulez. Il va. Oui, j'étais en train de dire que Aristote introduit la notion d'égalité comme proportionnelle en fonction de la place respective des individus dans une communauté et en fonction également des constitutions politiques, aristocratie, monarchie, démocratie, oligarchie. Saint Thomas va commenter cette justice proportionnelle. Saint Thomas va commenter ce que Aristote entend par cette justice distributive qui, comme on vient de le voir, n'est pas une justice qui va donc aveuglément distribuer de façon égale les différents biens aux différentes personnes. Donc, saint Thomas d'Aquin définit en des termes très précis la justice distributive. Voilà ce qu'il dit. Alors, je vais peut-être... Non, vous voyez suffisamment? Peut-être un petit peu plus grand, si possible. Voilà. Il appartient à la justice distributive de donner quelque chose à une personne privée, pour autant que ce qui appartient au tout est dû à la partie. Donc, ce qui appartient toujours d'abord à une communauté va être distribué à quelqu'un dans le bien de la communauté. C'est toujours ça qu'il faut avoir en vue. Donc, évidemment, quand on donne quelque chose à quelqu'un
pour le bien d'une communauté, on ne va pas donner ce bien, cette responsabilité, cette fonction, cet honneur, etc., à n'importe qui, puisque le bien que l'on donne est toujours en vue, en fonction du tout, de la communauté que cette personne devra servir. Mais ce dû est d'autant plus considérable que la partie occupe dans le tout une plus grande place. Donc effectivement, le dû que l'on va distribuer à une personne va être en fonction de la place importante ou moins importante que la personne va occuper. C'est pourquoi en justice distributive, il est donné d'autant plus des biens communs à une personne que sa place dans la communauté est prépondérante. Donc, place importante dans la société en fonction, effectivement, d'un bien, mais qui est toujours un bien commun. Comme si, en l'occurrence, les biens qu'on distribuait aux personnes étaient simplement des biens de prêt, des biens provisoires, puisque, évidemment, l'enjeu, c'est toujours le bien, l'enjeu commun. Dans les communautés à régime aristocratique, cette prépondérance est donnée à la vertu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fonction de la valeur morale, de la valeur donc de justice, des qualités que cette personne a pu démontrer, eh bien, on va donner plus à cette personne qu'à une personne qui a démontré moins, qui a moins fait preuve de valeurs aristocratiques, c'est-à-dire de vertu. Dans les oligarchies, le critère décisif pour la distribution des biens, c'est la richesse. Donc les hommes, évidemment, qui ont plus de richesse, bien évidemment, sont plus importants que ceux qui sont moins riches. Dans les démocraties, à la liberté, c'est-à-dire des hommes qui sont plus libres que d'autres, parce qu'ils sont dégagés d'un certain nombre d'obligations ou un certain nombre de travaux. Et sous d'autres régimes, d'autres façons. C'est pourquoi, dans la justice distributive, le juste milieu vertueux ne se détermine pas par une égalité de chose à chose, mais selon une proportion des choses aux personnes. Voilà, comment est-ce qu'on peut résumer ici l'enjeu? Je répète, le juste milieu vertueux, le juste milieu, c'est-à-dire l'équilibre, la décision juste, le sommet de la justice, ne se détermine pas par une égalité de chose à chose, c'est-à-dire la même chose pour chaque individu de la même façon, mais selon une proportion des choses aux personnes. Une proportion des choses aux personnes. De telle sorte que si une personne est supérieure à une autre, ce qui lui est donné doit dépasser ce qui est donné à l'autre. Ça ne peut pas être plus clair. Si une personne est supérieure, elle doit recevoir plus qu'une autre. Donc, aucune égalité ici. Ou plus exactement, une égalité proportionnelle. Et c'est pourquoi le philosophe, c'est ainsi que Thomas nomme Aristote, le philosophe, c'est-à-dire la référence absolue. Sous-entendu, s'il y a le philosophe, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. C'est le philosophe exclusif, dit qu'un tel milieu vertueux s'établit selon une proportion géométrique. Donc la proportion géométrique ici, c'est une proportion précisément qui va distinguer les biens en fonction des individus par rapport à la proportion arithmétique 1 égale 1 dans la justice correctrice. C'est ce qu'on verra peut-être plus tard. Où l'égalité n'est pas une égalité de quantité, ça c'est la justice arithmétique, mais une égalité proportionnelle. Donc ici, s'introduit l'idée d'une inégalité qui est juste en fonction de la valeur et en fonction de l'importance de la place, qu'elle soit sur le plan politique, qu'elle soit sur le plan économique, qu'elle soit sur le plan religieux, qu'un homme occupe et qui devra donc avoir plus de biens parce que plus de responsabilités qu'un autre. Et ici, on est dans une inégalité qui est une inégalité juste, qui est une inégalité justifiée, parce qu'on doit donner évidemment plus de biens, on doit donner évidemment plus de moyens à un individu qui a plus de responsabilités qu'à un individu qui en a moins, ou qui est moins vertueux, ou qui a moins de mérite que l'autre. Donc ça rejoint effectivement l'idée que dans une société catholique, il n'y a pas d'égalité, au sens arithmétique du terme, mais qu'il y a une égalité de proportion en fonction de l'importance et du mérite et du degré, bien évidemment, de vertu des différents hommes qui composent cette communauté. Donc ça concernait la justice distributive.
terminer sur ce. Pardon. C'est un peu ce que dit saint Thomas quand il définit la justice, c'est rétribuer à chacun ce qui lui est dû, quoi. Oui, ce qui lui est dû en fonction de ses besoins et en fonction effectivement de sa condition. Parce que tous les hommes n'ont pas les mêmes besoins, tous les hommes n'ont pas les mêmes moyens, les moyens dont ils ont besoin ne sont pas les mêmes. Certains ont besoin de moyens plus conséquents que d'autres, et donc il n'y a pas d'égalité au sens quantitatif, pardon, dans la distribution au sens de la justice distributive ici. Eh bien, oui, nous pouvons, pour ma part, nous pouvons continuer avançant. Pas de questions sur la justice distributive, la justice de proportion? Disons qu'il y a, c'est un tema vraiment important et riche, mais bon, malheureusement, somos cause du temps, en tout cas pour moi aujourd'hui, je dois partir après. C'est à cause de ça, mais je me demandais s'il ne sera pas bien de la prochaine fois ne pas vouloir finir aujourd'hui ce chapitre 5, parce que sinon on risque de le bâcler, de le faire. Bien sûr, oui, bien sûr, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter là si vous voulez. On peut continuer un peu. On peut continuer, mais je crois que le chapitre est encore long et riche. Je pense que de finir la prochaine fois et à la fin de l'exposition de ces livres, voilà, les questions, un petit débat, si on peut dire. Nous pouvons, pour moi, nous pouvons encore continuer un quart d'heure. Oui. Et Joseph, est-ce que vous pouvez couper le microphone? Vous dites? Voilà. Si vous pouvez couper le microphone, voilà, de votre appareil. Voilà. Voilà. Voilà, bonjour, merci. Voilà, on continue. Oui, donc on peut terminer pour aujourd'hui sur le, parce que en fait, justice distributive et justice corrective fonctionnent ensemble. La justice distributive est proportionnelle en fonction donc de la place et de l'importance de l'individu dans une communauté. La justice corrective, elle, est tout à fait aveugle aux conditions, tout à fait aveugle au mérite, tout à fait aveugle aux vertus. C'est-à-dire que si vous avez commis une injustice, la question de savoir si vous êtes un homme de mérite ou bien un homme qui a moins de mérite ne se pose plus. C'est-à-dire qu'ici, la justice corrective, c'est pour ça que c'est important de comparer la justice distributive avec la justice corrective, ne va évidemment pas se caractériser par sa proportionnalité, c'est-à-dire la façon différente de traiter les personnes dans le domaine judiciaire, mais la justice corrective, elle, va se caractériser par sa dimension arithmétique, c'est-à-dire en matière judiciaire, un homme égale un homme. Donc, c'est peut-être... la égalité est plus mathématique. Oui, Aristote va distinguer la justice géométrique au sens de proportion dans la justice distributive et la justice arithmétique, effectivement, c'est-à-dire quantitative dans la justice corrective. Il y a une dimension qualitative et morale et aussi d'un enjeu social, on va dire, dans la justice distributive. Et il y a un enjeu purement, on va dire, légaliste, judiciaire et aussi d'égalité de traitement, très simplement, dans la justice corrective. Donc ça, c'est très, très important, puisque dans la justice corrective, il n'y a pas de traitement de faveur. Si vous êtes un homme important et que vous avez commis une injustice, eh bien, vous serez traité de la même façon qu'un homme qui a une place inférieure. Donc là, on est dans la justice quantitative au sens arithmétique du terme. Alors, effectivement, peut-être on pourra aborder plus tranquillement ce thème la prochaine fois, non? C'est en fait une autre section. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, pas de problème. Oui, alors, si vous voulez, voilà, je vais maintenant arrêter l'enregistrement. Donc, on continuera la prochaine fois avec la justice corrective dans un mois.
et après des questions et éventuellement un petit débat. Voilà. Alors, on va couper ici la grabation. D'accord.